You're jumping into CKCU programming through our audio archive, supported by you, the listener. You are listening to CKCU 93.1 FM in Ottawa. Bonjour Ottawa, bonjour Gatineau. Donc, Patrick Auguste avec vous pour Communauté Croisée en ce 17 février. Hello everybody, Patrick Auguste with you for Communauté Croisée in this February 17. Happy holiday for everyone living in Ontario side. I know that the family day, and for those living in Quebec, just we wish you happy working day. All right, forget about people still living in Ottawa but working in the public function for the government, federal government, and they have no holiday today, it's a regular day. And I know a lot of you guys take a break during your work day and to have kind of listen to the show. Some of you just continue working while you have that show in your ears. That not you can do both, I think. Why not? I used to do it, but don't repeat that to my supervisor, please. No, it's a nice guy, no problem. All right. Et donc, voilà. Donc, ceux qui vivent, ceux qui travaillent à la fonction fédérale, je ne connais pas congé.
Alors, on pense à vous, hein, et si vous pouvez être branché comme d'habitude, même si au travail, avec un écouteur, ça se fait bien, pour être branché avec nous, avec communauté croisée, en ce mercredi 17 février, et les autres qui sont plutôt travaillent ailleurs, hein, en Ontario, à Ottawa. Alors, vous pouvez profiter de cette belle journée de la famille, et en plus, il fait beau, il y a un temps extraordinaire à l'extérieur, donc on est gâtés, on peut le dire. Si vous pouvez vous rendre, pourquoi pas, au bal de neige, allez-y. Et aussi, ce sont les activités du mois de l'histoire des Noirs qui continuent. Nous sommes toujours en plein cœur du mois de février. Donc, c'est ça. Donc, en allant, si vous voulez vous informer de ce qui s'en vient, c'est facile. 2 sites internet. Un pour Gatineau, qui est le mhngatineau.com, pour avoir toutes les informations. Et du côté d'Ottawa, on a le blackhistoryottawa.com qui donne toutes les informations en général de ce qui se fait pour le mois. Donc, c'est ça, et pour bien en profiter. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée aussi avec la famille de faire un petit tour au bal de neige, pourquoi pas. Surtout que le temps s'y prête, hein, il fait quand même, on est gâtés pour aujourd'hui. Alors l'émission, ça va être comme la série, qui a commencé depuis le début du mois de février pour nous, autour donc du mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, ça sera une entrevue avec un autre acteur, on peut dire, de la communauté noire de la région. Et c'est M. Guillaume Kofi, que j'ai rencontré quand même un peu précédemment. Donc c'est un enregistrement que je vais passer pour vous de cette entrevue avec Guillaume Kofi, lui-même qui est dans le monde de l'éducation et puis qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique en général, et donc des personnages qui se sont distingués comme ça et qui ont contribué, qui ont eu un apport assez remarquable pour la communauté noire en général. Donc aujourd'hui ça va être centré pas mal sur notre vue sur Marcus Garvey, lui-même qui est un Jamaïcain et qui a vécu au début du 19e siècle et qui a vraiment eu un passage très remarqué pour ses initiatives pour la communauté noire en général. Alors, ça a donné naissance à un mouvement qu'on appelle le gaïvérisme, et donc avec Guillaume Kofi, tout à l'heure, on verra un peu dans les détails qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là relativement à Marcus Garvey. Voilà, et puis ensuite, on va continuer. Il y a des activités du mois de l'histoire des Noirs. Je vais vous en parler. J'aimerais tout de suite vous dire, moi par exemple, Patrick Auguste, votre serviteur, dont je serai conférencier invité à un événement le 23 février, donc c'est dimanche prochain au 400 MacArthur. Donc c'est une invitation de Unitarian Fellowship of Ottawa, et sur la thématique What is your Black History? Quelle est votre histoire des Noirs? Voilà la thématique. Il y aura une première partie plutôt anglophone à partir de 10h30 et une autre partie francophone à partir de 11h30, et moi je serai donc lors de cette deuxième partie à partir de 11h30. Ladies and gentlemen, we continue our series about the Black History Month. We continue today. It's going to be an interview with one of the actors of one of people that leaders, I could say, in the community. Another one, because we met already 2 of them. Today will be the turn of Guillaume Kofi. Guillaume Kofi, who is really searching about what brought in the history some key person in the black community in the world.
and today going to be about Marcus Garvey. The interview will be really in French because that it's a francophone guest that we have, but we'll try to do a little summarize at the end. All right, and then Black History Month is still going on. Just go to the website blackhistoryottawa.com for Ottawa side, Gatineau.com, MHN, M like in mommy, H, and M like mama, Gatineau.com, Gatineau.com for activities in Gatineau side. I personally, the conference, I'm doing a conference, and next Sunday, it will be February the 23rd in 400 MacArthur Avenue at a Unitarian Fellowship of Ottawa about the theme What is Your Black History Story? And that will be an English part starting at 10:30 and French part at 11:30. That the second part where I will be speaking with the people, will be the speakers there. All right, let's go for some music, and then we come back with our interview of with Guillaume Coffey, and that guest that we had. I met him a few days ago, because it wasn't available during the show, and that will be for today. Enjoy the weather. It's very great outside now. In middle of this afternoon, in this Monday, February 17, that we have a kind of slow winter this year. It's very great. Okay, let's go for some Jamaican music, and because we're going to speak about Marcus Garvey, he's a Jamaican, with our guest in a few minutes. Donc on va comme ça en Jamaïque avec l'artiste Chezidek, All My Life, et puis en retour, ça sera cette entrevue avec Guillaume Coffey. In all my days, the joy of my heart is to give Rastafari
Alors, donc on salue tous nos amis Facebook qui sont nos fidèles amis sur internet ckcufm.com, également vous sur le 93.1, Patrick avec vous pour Communauté Croisée, cette belle émission de la région de Tawa-Gatineau. Et là on est toujours en Jamaïque avec cet artiste chez Zidek. Quelques instants sera notre entrevue avec Guillaume Kofi. Oui, allô, monsieur Guillaume Kofi. Allô, bonsoir, bonjour Patrick. Oui, comment allez-vous ce beau mois de l'histoire des Noirs? Oh, je vais bien. Je ne peux pas espérer mieux là. Mais d'accord. Oh, mais c'est parfait. Alors, monsieur Guillaume Kofi, d'abord, oui. Bon, je sais que vous êtes d'origine de Côte d'Ivoire, vous vivez au Canada depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails là, pour les auditeurs? Bon, c'est pas votre première fois à l'émission, mais quand même, c'est bien quand même de rappeler qui vous êtes. Donc, qui êtes-vous donc, Guillaume Kofi? Guillaume Kofi, comme tu l'as dit, il est d'origine ivoirienne, donc de Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au Canada il y a environ 10 années. Je suis de formation enseignant, formateur. Aujourd'hui, je fais de l'analyse, de la consultation ici. Donc, je suis analyste consultant en politique éducative. Voilà. Ah, d'accord, c'est très bien. Alors, pendant ce mois de l'histoire des Noirs, nous, à l'émission, donc, on rencontre quelques personnes qui sont actives dans la communauté, on va dire, noire de la région. Et on a fait le contact avec vous et vous nous avez proposé de parler de Marcus Garvey, le guyvérisme. Alors, d'abord, pourquoi ce choix? Et puis, vous allez nous dire vraiment, on va aller tranquillement pour savoir c'est quoi le guyvérisme. Ok, le guyvérisme, avant de le définir, permets-moi, Patrick, de dire déjà grand merci à toi déjà en tant qu'animateur chevronné. Je suis fier d'être ici aujourd'hui encore avec toi. Merci encore à la station de me donner encore ce plateau, cette plateforme d'expression. Moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi Garvey? Pourquoi est-ce que je décide ou bien je propose de parler de guyvéisme? Parce que je me dis que nous sommes dans un élan de travail, d'éveil intellectuel. Et parfois, je me dis qu'il n'y a que des figures emblématiques ou bien des leaders ont été très vite éclipsés parce que certaines personnes se sont focalisées beaucoup plus sur le côté, je dirais, un peu négatif ou bien des défis qu'il y avait. Moi, je veux faire ressortir cela. Je veux qu'on examine historiquement aussi, culturellement, certains aspects qui ont existé et qui, pourquoi pas, ont toujours des répercussions. Aujourd'hui, on a certains défis et je me dis que c'est important d'aller chercher ces concepts, ces idéologies-là et puis chercher à les adapter aujourd'hui ici au Canada, par exemple. C'est très bien. Je crois que vraiment, moi, je partage un peu cet objectif-là. Ça tombe bien. Alors, on peut dire que Marcus Garvey, c'est de lui qu'on va parler principalement et qu'il est d'origine, c'est un Jamaïcain. C'est un Jamaïcain, je pense, qui a vécu, on va dire, dans le début des années du 1900, il me semble. C'est ça. C'est ça. Donc, Marcus, la façon dont vous avez proposé le thème pour votre entrevue, c'est le guyvérisme d'une idéologie à un guide d'action pratique. Oui. Donc, on va maintenant s'informer, je suppose, auprès de vous. C'était quoi l'idéologie justement de guyvérisme? C'était quoi cette idéologie-là? Cette idéologie de guyvéisme est une philosophie panafricaine qui a inspiré un mouvement de masse mondial.
Le gavéisme aussi, c'était cette façon, cette approche de créer une nation dite de l'homme noir. C'était un retour à la mère patrie, l'Afrique, comme un et indivisible. Pour aller tout droit au but, pour ne pas me lancer trop dans des concepts, parce qu'il y a des aspects aussi qui pourront être vus ou bien sûr sur Internet, je vais dire que le gavéisme a apporté ce qui manquait en ce temps-là à des personnes d'origine noire. C'était quoi? L'estime de soi. C'était quoi? C'était le fait d'être fier de sa culture, de ses origines. C'était quoi encore le gavéisme? Le gavéisme disait, en fait, pour obtenir cette indépendance totale, là, politique, il fallait aussi explorer d'autres voies économiques par exemple. Donc Gavé a initié des projets économiques en mettant en place des entreprises, en mettant en place aussi des organisations qui portaient la femme africaine, la femme d'origine noire, pour dire oui, nous devons réussir grâce aussi à elle. La femme n'a pas toujours été à la maison, contrairement à ce que les gens veulent dire. L'homme noir n'a jamais dit non plus qu'il n'aimait pas les races en face, mais aussi voulait qu'on lui reconnaisse sa part dans l'histoire, dans ce concert-là des civilisations. Donc Gavé est venu dire, les frères, les sœurs, vous avez votre part. Un peuple qui a été grand, évidemment, serait toujours grand s'il le voudra. Donc les Noirs devaient reprendre ces forces-là, les forces qui étaient les leurs, ne pas laisser tomber cet espoir. Et puis, ben voilà, Gavé a évidemment monté un programme. Il disait qu'il fallait avoir cet éveil, l'union de tous les Africains, et transformer cet éveil en action. Donc déjà, Gavé n'était pas seulement que dans les idées, il était dans l'action, dans le concret. Il voulait aussi qu'on canalise ces énergies émotionnelles-là. Voilà, il était vraiment en avance sur le temps. Oui, aujourd'hui, c'est ce que un aspect, certaines personnes sont un peu émotives, ils sont dans l'émotionnel et puis ils oublient le concret, le précis. Oui, Gavé aussi encourageait aussi le collectif. Il disait effectivement, pour mener à bien ce combat, il fallait être ensemble. Et là aussi, il a encouragé à l'enseignement de la science, de l'industrie. Gavé aussi voulait qu'on prépare les futurs dirigeants aussi à la connaissance. Parce qu'avant de mener le combat, il fallait aussi aller puiser dans l'histoire et dire qu'est-ce qui a marché par exemple, et qu'est-ce qu'on devrait changer ou adapter. C'est ça le gavéisme. Oui, ok. Je vois donc, comme vous avez dit, une approche idéologique qui était en avance sur son temps. Et puis le côté pratique vraiment qui mettait de l'avant, là, c'est sûr. Donc on peut voir que pour lui, il ne s'agissait pas, il fallait ajouter, on peut dire, l'aspect économique, l'autonomie financière, on peut dire, pour pouvoir conquérir sa liberté là, et sa dignité. C'est un peu ça là. C'est ça. Absolument. Et si vous me permettez là, il était vraiment en avance sur le temps. Quand on parle de la négritude dans les années 30 jusqu'aux indépendances, mais tout cela aussi a été, je vais dire, inspiré de ce mouvement d'ensemble, de self-determination, comme on dit, de l'autodétermination qui est venu de la diaspora. Aujourd'hui, on a plein d'autres personnes dont on pourrait parler. Le professeur Kalala Omotunde, qui est chercheur en histoire, chargé de mission à l'UNESCO. Aujourd'hui, quand le journaliste écrivain Serge Villet essaie d'aller exhumer ces parties, ces pans de l'histoire cachés, même éclipsés, sciemment ou inconsciemment. On peut parler aussi de Liliane Thuram, qui fait plein de présentations dans des écoles, dans des espaces, et dire aux jeunes Africains, oui, sois fier de ta race, sois fier de tes origines. On peut voir même le cas de Samuel L. Jackson, qui est allé même au Gabon, qui a reçu son passeport gabonais. Oui, il est allé au Gabon retrouver ses racines. C'est là, Gavé a encouragé, bien sûr, la connaissance de soi, mais aussi le retour en Afrique. Absolument. Il a si bien précisé, c'est à partir de là qu'on retrouvera notre liberté totale. Absolument. Donc on peut voir là que à l'époque, le gavéisme a mobilisé environ 5 millions d'individus dans le monde. Donc aux États-Unis, on dit qu'il était précurseur
justement de la vague de théoriciens, les Martin Luther King, Malcolm X, etc. Donc ça fait partie vraiment de la même lignée là que des personnes que vous voulez de mentionner. Et et vraiment cet aspect assez, on peut dire, ambitieux et de retour vers l'Afrique, hein, on veut dire. Et puis c'est comme ça qu'on dit qu'ils ont joué un rôle quand même dans les indépendances de plusieurs pays, Libération, Kenya, Swaziland, Ghana, Nigeria. En Jamaïque, bon, il est considéré comme un héros national, mais c'est ça. Et aux États-Unis, on dit qu'il a fondé ce qu'ils appellent la UNIA, Universal Negro Improvement Association. Donc, si on traduit ça, association d'amélioration universelle des Noirs. Hein. Et là, je crois qu'à cette époque aussi, à ce mouvement, parce qu'on parle de retour vers l'Afrique, qui est vraiment qui était très présent aux États-Unis. On a parlé de black sionisme, un peu à l'image de ce qu'ont connu les Juifs là. Et c'est comme ça que il y a le mouvement Rastafari, tout ça. Bon, pas mal c'est un peu dans la même logique là, le même sens. Hein. C'est ça. La question de permettre aux Noirs de retrouver leur dignité, leur potentialité économique, et c'est ça notamment. Bon, et même, j'ai entendu souvent dire que ce mouvement est à la base de la création de l'État de Sierra Leone, dans le sens qu'il y a beaucoup de ces Américains noirs là qui sont retournés vraiment vers l'Afrique, et beaucoup se sont installés en Sierra Leone. Est-ce que vous aviez, dans vos recherches, vous ont donné cette information-là aussi? Oui, il y a le cas je dirais, du Libérien, mais Sierra Leone particulièrement. J'ai vu des noms, mais je ne voulais pas m'hasarder à dire, parce que les cas que j'ai pu croiser, c'est le cas de Edward Blyden, qui lui était ambassadeur et politicien libérien. Ah, ok. Voilà. Okay. Voilà. Et lui, qui est retourné, qui a travaillé au compte du Libéria. Voilà. Mm-hmm. Mais pour d'autres cas, il reste à encore bien fouiller, parce qu'un seul voyage dans un pays ne suffirait pas. Est-ce que la personne est vraiment restée définitivement? Mm-hmm. Je sais aussi qu'il y a eu le cas de Henry McMahon Turner, qui était un ministre de Dieu, qui était, je vais dire, un homme de Dieu, qui était de l'église épiscopale méthodiste africaine. Ce dernier-là aussi, qui a beaucoup encouragé, qui a soutenu le nationalisme noir et l'émigration des Noirs vers l'Afrique. Mm-hmm. L'homme de Dieu de ce 19e siècle qui a vu déjà l'importance d'aller vers la mère patrie. Et c'est ça aussi. Ouais. Il n'y avait pas de frontières dans ce gavéisme-là. Oui, mais il faut préciser que le gavéisme aussi s'est appuyé sur ces enseignements dynamiques de ces trois personnalités. Je le dis personnalités: Edward Blyden, Martin Delany et puis Bishop Turner. Voilà. Donc Garvey est arrivé, et puis il a vu qu'avant lui, il y avait des gens qui avaient déjà inspiré des idées. Il y a même l'idée l'Afrique pour les Africains. On dit que cette idée viendrait de Martin Delany, qui a dit cela. D'ailleurs, même cette idée a été reprise aussi. Je dirais ce slogan panafricain a été repris par l'éthiopianisme. L'éthiopianisme qui encourageait, entre autres, qui encourageait ce retour-là à nos sources, aux sources africaines. Il s'agissait plutôt d'un ensemble d'idées, de traditions, d'hypothèses, sur le fait d'être chrétien, un chrétien en Afrique. Mais il fallait s'approprier la chrétienté, mais à la façon africaine. L'objectif de l'éthiopianisme, c'était de s'unir, de fonder cette unité-là. Bien sûr, l'éthiopianisme fondé sur... En parlant de 31, il disait: l'Éthiopie tendra les mains vers Dieu. Ah oui. Et il y a ce personnage, en parlant d'Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié, qui est dans entre les années 30 et 74, qui a été qui a eu beaucoup de, je veux dire, de rayonnement à l'intérieur de ce mouvement-là. Hein. Je crois qu'il est très bon. En Haïti, par exemple, on a des avenues, des routes qui s'appellent Haïlé Sélassié. Je crois que il est très reconnu là comme
quelqu'un qui a joué un grand rôle pour justement raffermir ces liens entre l'Amérique, on peut dire, les Noirs américains et puis les Africains, là, entre la diaspora africaine et la mère patrie. C'est un peu ça, là. Ouais. Oh, c'est quand même extraordinaire. Mais et c'est vrai, quand vous parlez d'avant-gardisme, un peu de Marcus Garvey, quand on voit que il œuvrait pour renforcer, pour un développement des relations commerciales entre les hommes d'affaires afro-américains aux États-Unis et des Antillais et puis des Ouest-Africains. Il y avait comme ce mouvement-là, avec aussi l'Afrique de l'Ouest, qui quand même, c'était un précurseur à ce moment-là. C'était des gens qui étaient en train des bâtisseurs un peu de cette nouvelle approche-là, et qui aurait pu peut-être, bon, ce qui a été fait après, mais il faut quand même qu'on en parle, parce que je crois, et d'après ce que j'ai vu à travers quelques recherches sur Internet, c'est que Marcus Garvey a été trahi par des Noirs. Oui, des Noirs qui, on peut dire, on les appelait de assimilationnistes et intégrationnistes, notamment, mais oui, qui a été, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé un peu dans la disgrâce à un moment donné, là. Ouais. Au plan intellectuel, je dirais oui, intellectuel, il y a eu des cas avec W.E. Dubois, W.E.B. Dubois, un grand sociologue. Mm-hmm. Mais au sein même de son entreprise, il y a eu des personnes qui ont été infiltrées, et puis voilà, qui ont même fait couler certains des bateaux, des navires. Oui. Il y a eu le cas aussi avec le directeur du FBI, voilà. Donc les gens en voulaient vraiment à Marcus Garvey. Je ne voudrais pas aller trop sur ce terrain, mais je vais dire que, comme on le dit, hein, le mur avait été fissuré et puis le lézard s'est introduit. Mm-hmm. Voilà, c'était comme ça. Mais malheureusement encore, il faut déplorer cela. Mais oui. L'une des actions concrètes aussi qu'il a posées aussi, c'était en 1920 à Harlem. Marcus Garvey a proclamé devant 25 000 personnes ce qu'on a appelé la Déclaration des droits des peuples nègres du monde. Il souhaitait voir émerger des entrepreneurs noirs capables de rivaliser avec les homologues occidentaux. Moi, j'ai aimé ce côté-là parce qu'il n'était pas seulement que dans tout ce qui était commerce, tout ce qui était idée, mais il était dans du concret aussi. Il a consigné des choses aussi. Et c'était une toute première fois. Et ça m'a fait penser au Festival mondial des arts nègres, organisé par Senghor quand il était président du Sénégal, avec aussi le concours de Césaire, avec le concours aussi de Dumas, je vais dire Léon Gontran Damas, pas Dumas, Léon Gontran Damas. Et c'était en 1968. Et là, le Festival mondial des arts nègres avait une double ambition. Il y avait le côté festif, mais il y avait aussi le côté intellectuel. C'était quoi? C'était de célébrer des talents d'Afrique et de la diaspora. Mais qu'est-ce qui était différent? Rien n'était différent, c'était dans la même droite ligne, la même lignée. Et c'était donc cet apport-là de montrer l'apport des peuples noirs à la civilisation universelle. Oui, Marcus Garvey l'a dit dans sa déclaration, il fallait qu'on repositionne l'homme noir, l'homme d'origine noire. Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est ça. Mais Guillaume Kofi, bon, si on fait un parallèle un peu avec le monde, on peut dire, contemporain d'aujourd'hui, bon, il y a certaines initiatives où on parle de panafricanisme. Panafricanisme, en fait, ce serait regrouper tous les pays africains, les peuples autour d'un seul gouvernement. Et l'Union africaine, je crois même, il y a un peu cette idée-là qui sous-tend, mais on sent qu'il y a quand même quelques résistances aujourd'hui. Quelle est votre lecture vous-même des résistances et qui fait que ça n'aboutit pas complètement, ce genre de projet unificateur des Noirs? Et d'après vous, quelles sont vos théories là-dessus, d'après vos observations?
Oh, waouh. Bon, c'est une question assez... Oui, allez-y. Peut-être une grande réponse, mais succinctement, humblement aussi, je vais dire que la cause est profonde. Donc, si tu demandes ma réaction, je dirais que la cause est profonde. Il va falloir que nous-mêmes nous sachions ce qu'on veut faire au plan d'abord national. Parce que depuis le congrès de Berlin qui a vu la séparation, la division, le partage, on dira, de l'Afrique, c'était en 1884-1885. Aujourd'hui, nous sommes dans des réalités nationales, mais encore il y a un problème parce que, comme on le sait là, il y a eu des peuples qui se sont retrouvés de part et d'autre d'un pays, de deux pays, et puis voilà, qui sont sous différentes juridictions. Aujourd'hui, les Africains, où beaucoup se sentent dans cette mentalité, dans ce concept, cette conception de tribu, même si c'est un peu péjoratif, mais de côté ethnique. Je me sens, moi, Guillaume Kofi, peut-être beaucoup plus proche des Akans, parce que je suis en Côte d'Ivoire, on m'appelle Baoulé, je suis du groupe ethnique Baoulé, mais je me sens beaucoup plus proche peut-être des Akans, et les Akans sont et en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Ghana, c'est une partie anglophone, la Côte d'Ivoire, c'est une partie francophone. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit redécouper, on doit encore revoir le regroupement des peuples, d'abord au niveau ethnique, avant de se voir dans un ensemble national. Donc ça, c'est un très grand défi. Maintenant, on peut aller sur le côté économie, politique, mais disons-nous la vérité, s'il n'y a pas cette indépendance économique-là, qu'est-ce que vous allez chercher? Les gens se mettent à des tables, excusez-moi, mais ils parlent, mais ils n'ont pas encore cette indépendance financière pour eux-mêmes injecter dans leurs projets. Ils vont encore tendre la main à l'extérieur, à la personne qu'ils accusent. Mais attendez, la personne qui donne va dicter aussi ses lois. Donc, l'un dans l'autre, je veux dire, il y a beaucoup de défis. Il y a plusieurs défis. Au plan local, ici, nous sommes à Ottawa. Je suis dans différents regroupements. Je suis aussi bien dans des regroupements de personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, mais aussi des personnes aussi qui viennent d'ailleurs. Moi, je veux avoir un peu de tout et puis essayer de voir comment est-ce que je peux emmener, embarquer tout le monde dans une certaine vision. Absolument. Aujourd'hui, on a des défis qui ne sont pas des défis de 1800, 1900. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y a eu même aussi la grève. Peut-être, c'est pas une très grande. J'ai pas suivi en détail, mais il y a eu des enseignants d'origine immigrante. Qui sont immigrants d'origine, qui sont arrivés, qui se plaignaient par exemple du fait que dans le même système éducatif, il y avait 2 poids 2 mesures. Ils voyaient que ils étaient beaucoup plus suppléants, enseignants suppléants, alors que il y avait d'autres personnes qui, voilà, en quelques mois, en quelques années, rapidement, qui avaient des postes, qui étaient enseignants, ils étaient embauchés avec tous les privilèges. Ça, c'est des grands défis, ça. Et ça, on le sait. Absolument. Ça, ce n'est pas... Voilà, c'est un secret de polichinelle, je dirais. Mais oui. Aujourd'hui, il y a les grands défis. Aujourd'hui, par exemple, à l'école afrocentrée de Humber de Brooklyn, on apprend aux élèves à avoir confiance en eux. Ils apprennent leur histoire. Mais pourquoi cela? Mais parce que les gens disent que les écoles afrocentriques ou afrocentrées, là, donnent ce que l'école traditionnelle ne peut pas donner. Ça veut dire la vérité, au moins dire que l'on se concentre sur des besoins particuliers de cette communauté noire-là. On leur dit par exemple de s'aimer, on leur dit par exemple que vous avez de la valeur. N'écoutez pas par exemple les arguments qui veulent vous diminuer, les stéréotypes négatifs, ou bien, voilà, quoi qu'on dit. Donc, il y a plusieurs écoles qui sont en train de grandir, par exemple à Toronto, par exemple aux États-Unis, on appelle l'afrocentré, mais c'est ça. On voit une limite d'une certaine civilisation, d'une certaine approche éducative. C'est ça aujourd'hui mon combat ici aussi à Ottawa. C'est ça. Donc, ces écoles... C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces écoles afrocentrées, ces expériences, notamment aux États-Unis, d'après vous, ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est ce que je comprends là? Oui, ça va dans le bon sens, dans le même sens du fait de se connaître, de mieux se connaître. Moi, j'ai toujours dit, même si on parle de mondialisation, mais attendez,
Mondialisation, c'est quoi? C'est juste un regroupement. Mais le regroupement, moi, j'ai ma particularité, j'ai une singularité. Avant d'aller rencontrer l'autre, il faut que moi-même, je me sache d'abord. Il faut que je sache qui je suis. Mais on ne peut pas aller au marché des rencontres, de la rencontre des échanges si je ne sais pas. Si tout ce que j'utilise, c'est des outils d'emprunt. Je parle une autre langue, c'est le français, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais de moi-même, ma culture? Ok. Qu'est-ce que je fais je comprends. tout ce qui est comme valeur que je pourrais proposer? Ok, Nous donc sommes c'est... dans un cas d'échange, mais Ouais, aussi, il faut se le rappeler, nous sommes aussi dans un rapport de force. Et ce rapport de force-là, ça nécessite qu'au plan intellectuel, nous soyons prêts. Absolument. Voilà. Et si on revient aux personnages, on peut dire qui ont marqué l'histoire de l'évolution des Noirs en général. Bon, à part Marcus Garvey, prenons par exemple Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire avec le mouvement de la négritude. Prenons Nelson Mandela et un peu plus récemment en Afrique du Sud. Et on a comme l'impression que ces leaders ne sont pas tout à fait suivis. Est-ce que vous avez cette même impression en termes d'héritage? Parce que ça pourrait être des premiers blocs qui sont posés sur lesquels on va bâtir une citadelle. Mais c'est comme si on est un peu en train de tourner sans pouvoir avoir un suivi et que ce soit dans un progrès continu. Là. Est-ce que vous avez également cette observation? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Comment on pourrait solutionner ça? Pour le cas de ces négritudiens dont tu viens de parler, le cas Senghor a beaucoup fait jaser, je sais. Au même moment aussi, il parlait de négritude, mais il avait une approche différente. Il était beaucoup plus porté vers ce qu'il a appelé l'universalisme. Et Césaire, lui, il parlait beaucoup plus de cet ancrage d'abord là, au plan local et avant d'aller vers l'autre. Mais Senghor, lui, automatiquement il parlait de métissage culturel, il parlait de civilisation féconde. Donc, voilà, au sein même du même mouvement, je dirais, déjà il y a des approches différentes, c'est-à-dire des étapes au moment où l'un dit ceci, l'autre dit cela, et donc voilà. Maintenant, au plan, ce qu'il ne faut pas confondre aussi, c'est l'apport de ces personnalités-là au plan politique et leur rapport intellectuel, au plan de l'écriture, de tout ce qu'ils ont laissé comme héritage. Voilà, au plan politique, on peut dire, on peut redire, on a beaucoup à dire, mais je ne les ai pas beaucoup étudiés au plan politique. Au plan intellectuel, je pense qu'ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup donné. C'est à nous maintenant d'essayer de réchauffer cela. Je n'ai rien à redire, humblement, je ne sais pas, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. D'accord. Concernant Nelson Mandela. Oh, Mandela, lui, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas encore étudié Mandela, j'ai quelques briques d'informations, mais humblement et puis honnêtement, je ne voudrais pas qu'on y touche. Je sais qu'il a beaucoup lutté, vaguement, je sais des choses, mais nous sommes dans un échange intellectuel. Ouais, voilà. Je comprends. Personne ne ressource. Je comprends. Je voudrais avancer des choses que je sais. Oui, non, je comprends tout à fait. Bon, en termes de pistes de solutions pour, on peut dire, pouvoir améliorer les conditions de vie des Noirs en général, vous avez parlé des écoles afro-centrées. Ça me semble une expérience vraiment qu'on peut développer davantage. Vous avez dit qu'au Canada, vous aimeriez amener cette dynamique-là. Est-ce que concrètement, comment vous pensez qu'on peut vraiment réaliser ça? Je vous donne un cas très simple déjà. Vous voyez même le cas même du griot, celui qu'on a appelé le griot. Oui. Il est réduit. Voilà. Le griot, autrefois, était un conseiller. Le conseiller d'un roi ou bien des rois. Il détenait ce que les autres ont appelé la constitution des royaumes. C'était donc la mémoire. Il était la mémoire de tout un royaume. Et même chaque famille princière avait son griot. Ce griot-là était comme l'observatoire. Il avait tout.
ils savaient les coutumes, les traditions, les principes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'Occident nous a malheureusement appris à mépriser nos sources orales en matière d'histoire. Mais à la base, nous n'avons pas les mêmes réalités. Aussi bien le colonisateur est arrivé, il a dit non, ça c'est comme ça, Et puis, beaucoup de personnes, plusieurs personnes ont commencé à négliger, à balayer du revers de la main ces choses-là. Mais les griots, ils détenaient ce qu'aujourd'hui les autres appellent la chair d'histoire. Il avait l'art oratoire. Il était même assermenté. Oui, c'est ça aussi. Mais heureusement aussi, dans cet élan-là, moi, je ne voudrais pas dire que, OK, voici la solution, mais je pense que les écoles afrocentrées, là, aujourd'hui, quand j'ai visionné certaines vidéos, je vois qu'elles mettent l'accent aussi sur toutes ces valeurs-là. Ce n'est pas que ce qui est écrit, ce qui a été écrit, c'est vrai. On nous a dit plusieurs fois, oui, c'est telle personne qui a découvert telle partie de la terre, mais bof. Il faut se demander qui est-ce qui a financé cette expédition, qui est-ce qui a écrit. Mais à la guerre, il faut écouter, on dit le lion, le chasseur, le lion. Le chasseur, il est vainqueur, c'est lui qui va écrire l'histoire. Mais absolument. Voilà. C'est ça. Donc, Guillaume, on arrive pratiquement à la fin de notre entrevue. Enfin, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour clôturer cet entretien? Oh, vraiment, merci beaucoup à toi. Merci à la radio qui m'offre cette occasion-là de m'exprimer. Je pense que, effectivement, comme tu as dû le constater, le gavéisme est encore très large. On pourrait prendre des heures, des jours, des mois et des années pour en parler. On n'a pas pu l'épuiser, mais je pense que les auditeurs et auditrices nous ont compris. Oui, je voudrais dire, oui. À cet instant, je voudrais citer Frantz Fanon dans Les damnés de la terre qui a dit: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je répète, Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, je le cite: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Simplement dire merci à toi, Auguste, merci à toi, merci à la radio de permettre cela aujourd'hui, de permettre depuis longtemps ce que vous faites. Nous, on ne fait que poser les jalons, on ne fait que veiller, et je pense que chaque personne va tirer le meilleur. Absolument. Moi, je suis déjà ouvert aussi à des contributions. C'est un travail d'éveil intellectuel, comme je l'ai dit. Je me suis assigné une besogne critique qui doit examiner historiquement, culturellement, quelques apports de certains leaders, par exemple. Aujourd'hui, on a parlé de Garvey. Donc, moi, je suis ouvert à ce qu'on comprenne des idées, à ce qu'on conceptualise certaines choses pour avancer, pour faire avancer ce peuple d'origine africaine, d'origine noire, là, qui se sent beaucoup, qui sent toujours le poids de l'histoire. Absolument. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume Kofi, et bonne suite du mois de l'histoire des Noirs. Merci, bonne fête. Au revoir. Au revoir.